Chers amis téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. C'est avec une immense joie que je vous retrouve pour une nouvelle émission des grands procès de l'histoire d'Israël. Toujours avec notre spécialiste du droit et de la loi, Maître Greg Weitz. Bonjour Greg. Bonjour Galit. Comment vas-tu ? Très très bien. Alors aujourd'hui Greg, nous allons plonger dans une histoire de pouvoir, d'argent, de complot, d'idéologie et bien sûr de tribunaux, puisque c'est encore une fois la Cour suprême qui a dû trancher ce dossier dont tu vas nous parler tout de suite. Alors on va parler d'un dossier qui a eu lieu il y a presque une vingtaine d'années en Israël, quand une réforme du service pénitentiaire a été votée par la Knesset et qui allait un petit peu révolutionner le système carcéral israélien en mettant sur la scène locale la première prison privée, ou du moins de propriété privée, ou gérée par une compagnie privée en Israël. Donc il y a une loi qui a été votée, qui a été amendée, en fait, la loi sur les prisons en Israël qui a été amendée et qui a permis à une compagnie qui a gagné un appel d'offres de créer donc cette première prison qui était censée accueillir près de 800 prisonniers en Israël, dans le désert du Negev. Voilà, alors tout commence en mars 2004 avec la réforme, tu l'as dit, sur la loi pénitentiaire qui a été votée à la Knesset. Cette réforme prévoit donc un projet pilote de construction et de gestion d'une prison privée et moderne pouvant accueillir jusqu'à 800 détenus. L'entreprise qui remporte l'appel d'offres est l'entreprise Aleph Lamed Aleph, appartenant au groupe Afrique-Israël du milliardaire Lev Levayev. Alors officiellement, la création d'une telle prison devait engendrer pour l'État des économies de 10 à 35% sur son budget destiné au secteur carcéral, améliorer les conditions de détention des prisonniers et régler de manière rapide et efficace le problème du manque de places de prison en Israël. Le modèle de privatisation proposé ressemble à celui mis en œuvre dans les pays anglo-saxons. Tous les services de la prison devaient être aux mains de l'entreprise et des représentants de l'État devaient eux aussi effectuer un contrôle permanent pour s'assurer que les droits des prisonniers et les clauses du contrat de gestion étaient bien respectés. Alors, qui s'est opposé à ce projet et pourquoi ? Alors le premier ou le principal opposant à ce projet est un avocat, un jeune avocat qui s'appelle Aviv Wasserman, qui est à ce moment-là professeur aussi à l'université de droit de Ramat Gan. Et lui a assisté à toutes les audiences qui ont eu lieu à la Knesset, des audiences relativement intensives. Et pour lui, en fait, cette proposition de loi est complètement contraire aux droits de l'homme, aux principes de base de l'État, au fait que l'État est celui qui est responsable un petit peu de ses citoyens et il ne peut pas se laver les mains lorsqu'il envoie un citoyen en prison. C'est à lui d'être responsable de ce même citoyen, de sa sécurité, de sa réhabilitation dans la société et certainement pas une société qui a en fin de compte des intérêts commerciaux et économiques. Donc c'est lui le principal opposant à ce projet et c'est lui qui va faire le plus de bruit via l'école de droit de Ramat Gan qui va l'aider un petit peu au niveau financier et au niveau administratif dans ses démarches. Alors lui va contester quoi ? La constitutionnalité de la loi et va saisir donc la Cour suprême une fois que cette loi va être votée. C'est ça, donc la loi a été votée de manière, comme je te dis, assez rapide, un peu trop rapide même. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment laissé la possibilité aux parlementaires d'étudier les conséquences de la loi, d'étudier un petit peu les études qui ont été faites, les enquêtes qui ont été faites sur les avantages et les désavantages d'une prison privée, comme on pourrait en voir dans certains pays anglo-saxons, effectivement. Et donc, vu que ça a été voté, la seule option possible le seul recours possible est donc la Cour suprême. Les arguments vont être un petit peu différents. Le premier argument est un argument vraiment, on va dire, technique. Le fait que le changement de loi nécessitait une certaine majorité qui n'a pas été, en fait, acquise pour voter la loi. Et donc ça, c'était un des aspects de son assignation. Et l'autre aspect de son assignation était surtout le fait que cette loi est contraire à une loi fondamentale sur les droits de l'homme et est contraire au fait à une autre loi qui est la loi sur le gouvernement qui convient que le gouvernement doit gérer ses institutions et donc
il en recourt que ça doit gérer également ses prisons et les gens qu'il envoie en prison. Et donc, c'est comme ça que ça a un petit peu commencé, et c'est comme ça que les portes de la Cour suprême lui ont été ouvertes. Ok. Alors, finalement, Wasserman donc, saisit donc, la Cour suprême pour demander l'annulation de cette loi. Comme tu disais, les arguments, donc, c'est que le principe est que le gouvernement est responsable du pouvoir exécutif et que c'est donc à lui de gérer la vie et le destin de ces hommes et de ces femmes que les lois qu'ils ont eux-mêmes votées et rédigées donc envoient en prison. Et en plus, il prétend qu'aucun vrai débat n'a eu lieu et que la réforme a été votée de manière contraire aux règles de la démocratie. Alors, pour répondre à ça, il y a Shmuel Hershkovitz, un des instigateurs de la réforme et ancien ministre de la Sécurité publique d'Israël. Lui, il n'a pas compris pourquoi la réforme a suscité une telle polémique. Il déclarait « Le contrat qui lie l'État et la compagnie en charge du projet est composé de milliers de pages dans lesquelles sont stipulées minutieusement toutes les clauses de l'accord. S'il s'avère, après les contrôles par les fonctionnaires de l'État, que la compagnie de gestion ne respecte pas ne fût-ce qu'une seule règle de ce même contrat, elle sera immédiatement remplacée par une autre ou par l'État lui-même. Les règles sont si strictes qu'il est dans l'intérêt de l'entreprise de les appliquer à la lettre. Les droits des détenus ne seront en aucun cas bafoués et ils jouiront même de meilleures conditions de détention et de nombreux autres prisonniers de détention que les autres nombreux prisonniers en Israël. Pourquoi, d'après toi, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas passé finalement ? Parce que si ça marche aux États-Unis, si ça marche dans d'autres pays, pourquoi est-ce qu'en Israël, ça ne pourrait pas marcher ? Tu as pris l'exemple des États-Unis, par exemple, et c'est justement un des reproches qu'avait Wasserman par rapport aux commissions, qui n'ont pas eu le temps vraiment d'étudier un petit peu ce que disaient les mêmes rapports qui ont été faits, des études vraiment poussées et approfondies aux États-Unis, qui expliquaient qu'en fait, à partir du moment où c'est une entreprise privée qui détient une prison, son intérêt est de quoi ? D'avoir un maximum. De faire du profit. Oui, d'avoir un maximum de prisonniers. D'accord. Et donc, en ayant un maximum de prisonniers, ils ouvraient d'autres prisons ou d'autres prisons privées. Et donc, ce qui faisait qu'on arrivait à une situation au bout de X années aux États-Unis où ça existait, que vous en avez des lobbies entiers qui venaient en fait représenter ces mêmes instituts pénitentiaires privés à pousser à avoir des peines de prison plus importantes, plus dures, plus longues, à éviter des remises de peine. En fait, mais ça, c'est fixé par la loi, c'est des juges qui décident ça. Non, pas du tout. C'est-à-dire que la loi est votée par la Knesset. Aujourd'hui, les parlementaires sont influencés, c'est pas un secret, par des lobbies qui représentent généralement des grosses enseignes ou des gros intérêts ou des choses comme ça et qui viennent essayer de pousser un petit peu les parlementaires à voter des lois en leur faveur ou en faveur de leurs propres intérêts. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde. C'est tout à fait légalement, ils ont le droit de venir et de présenter leurs projets, de présenter leurs arguments, sauf que ces gens-là ont énormément d'argent. Et donc, ce qui s'est passé aux États-Unis au bout de certaines années d'études, ils ont découvert que les parlementaires des mêmes parlements nationaux, fédéraux aux États-Unis, au fur et à mesure que les années passaient, arrivaient à chaque fois à changer les années de prison déterminées dans le code pénal américain, à éviter des remises de peine, etc., dans le but justement d'agrandir le nombre de prisonniers, ce qui bien évidemment agrandissait les bénéfices de ces mêmes compagnies privées. Ça, c'est un point qui a été étudié. Un autre point qui a été étudié, tu dis qu'en fin de compte, c'est un point... c'est vrai qu'il y a un contrat, il y a des millions et des millions des milliers et des milliers de paragraphes et de pages, mais de facto, ceux qui gardent, les geôliers qui gardent ces mêmes prisonniers sont des gens qui n'ont peut-être pas toujours les mêmes formations que les prisonniers, que les geôliers, les gardiens de prison, administratifs, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, et ils n'ont pas toujours non plus le même, on va dire, la même éthique professionnelle, on va dire. On peut s'attendre à quelqu'un qui représente l'État
et qui est soumis au contrôle de l'État et au règles de l'État, d'être un petit peu plus strict avec lui-même, un petit peu plus droit dans ses bottes, généralement, que des gens qui ont une formation de 1 an ou 2, qui, en fin de compte, voient ça comme un travail. C'est bien évidemment beaucoup de si. Et le troisième aspect, c'est l'aspect, oui, effectivement, c'est une question vraiment philosophique. C'est une question philosophique. Est-ce que oui ou non, l'État peut se laver les mains? On ne parle pas d'une compagnie d'avions privée, on ne parle pas d'une enseigne privée comme El Al ou comme autre chose. Est-ce que l'État doit avoir une compagnie d'avions ou pas? Là, on parle vraiment effectivement de n'importe qui peut être jeté en prison et des gardiens de prison qui ne sont pas des représentants de l'État dans le sens propre du terme peuvent interdire à quelqu'un d'envoyer un courrier, peuvent faire une fouille corporelle sur quelqu'un, peuvent prendre de l'urine, et on arrive à une situation un petit peu quand même, un petit peu borderline, j'ai envie de dire. Alors, comment ça se passe à la Cour suprême? Une fois que la Cour suprême a été saisie, elle ne se dessaisit pas, elle ne se déclare pas incompétente, elle est compétente pour juger. Et comment se passe alors ce jugement? Alors, il y a une composition de 9 juges, si je ne me trompe pas, donc c'est considéré comme une grosse composition quand même. Il y a une majorité de 8 juges qui sont en faveur d'annuler la loi, donc ce qui est relativement extrême. Et on ne parle pas il y a tellement longtemps, on parle beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui. À ce moment-là, c'est la 6e fois uniquement de l'histoire d'Israël que la Cour suprême se permet de dire que cette loi est anticonstitutionnelle en fait, ou contre du moins les fondements de l'État d'Israël, et de l'annuler. Un seul juge s'oppose à ça, est en opinion minoritaire, c'est le juge Edmond Lévy, qui dit quoi? Qui dit, moi, attendons de voir, et puis on décidera. C'est-à-dire que laissons d'abord le projet s'établir. Faisons un essai, et si ça passe pas, à ce moment-là, on viendra... Ce qui a une certaine logique aussi. Hein, j'ai tendance à être d'accord avec ce monsieur Edmond Lévy. Ce qui a une certaine logique aussi. La question, est-ce que tu peux essayer d'avoir des rats de laboratoire, entre guillemets, qui sont en fait des gens pour voir est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va fonctionner ou pas. Oui. Alors, on peut avoir un débat là-dessus parce qu'effectivement, il y avait des consignes, enfin en tout cas, il y avait des règles sur les premiers, en tout cas sur les prisonniers qui pourraient être emprisonnés dans cette prison-là. Il fallait que ce soit des prisonniers qui n'étaient pas reconnus comme extrêmement dangereux pour la société, qui avaient des peines de prison n'allant pas au-delà de 3 ans et qui avaient des autorisations de sortie régulières pour aller passer des week-ends à l'extérieur de la prison. Donc c'était aussi assez réglementé. Donc moi, je pense, enfin voilà, c'est mon avis complètement personnel, d'avoir tendance, comme ça, tel que tu nous le racontes, à être de l'avis de ce juge qui a été finalement extrêmement minoritaire, puisqu'ils étaient 1 contre 8. Exact. Et que donc, ce sont les 8 autres qui ont... Une des questions qui se posait aussi un petit peu, en fin de compte, c'est savoir pourquoi est-ce que l'État a besoin, en fin de compte, d'avoir une prison privée. Est-ce que chaque aspect de l'État ou de la gestion de l'État est un aspect économique uniquement ou pas? Et c'est une des questions qui se posait en disant, en fin de compte, l'État ne peut pas se baser que sur un aspect économique, sur une économie de frais dans son budget. C'est pas ça le rôle de l'État uniquement. L'État a d'autres rôles, un rôle éducatif, un rôle social, un rôle de société. Bien sûr, l'État n'est pas une entreprise capitaliste. Exactement. Et donc, c'est pour ça que ces 8 juges ont dit, on peut, dans la balance, en fait, entre, l'avantage économique d'avoir moins de frais, on va dire, dans le budget de l'État et le rôle de l'État, le rôle de l'État est plus important que le budget de l'État. Ça, c'était un petit peu ce qu'ils venaient dire les juges à ce moment-là. Et il y a eu la conclusion, donc cette loi a été annulée. Alors, c'est ce que j'allais te demander. Alors, une fois que cette loi est annulée, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un petit peu l'affaire inverse au départ. C'est-à-dire que l'État a racheté et a dédommagé donc, à la société Africa Israël ses frais de construction et les pertes qu'ils pouvaient avoir. Et ils ont repris en fait la prison qui était déjà construite. Hein. Ah, c'était déjà construit. C'était déjà construit, était déjà prête. Ils ont repris les installations et ils l'ont utilisé pour leur propre utilisation. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'État, pendant plusieurs années ensuite, n'a rien fait
pour développer son système pénitentiaire en Israël. Il n'y a pas une nouvelle construction de prison, il n'y a pas une amélioration des prisons existantes, etc. etc. Et donc, ça a mené à un moment donné à une sorte de gel complet de la situation, ce qui n'est pas bon non plus, en fin de compte. Je veux dire, alors, je ne sais pas, parce que je ne connais pas bien le système pénitentiaire en Israël. Est-ce qu'il y a, comme en France, une surpopulation carcérale? Est-ce qu'il y a un manque de places de prison? Est-ce que les prisons sont vétustes? Est-ce que c'est mal entretenu? Comment ça se passe ici? Alors, déjà oui. Durant mon stage de droit, j'ai été 2-3 fois dans des prisons et c'est effectivement c'est vétuste. C'est pas agréable, c'est vraiment... Enfin, c'est le moins qu'on puisse faire, que ce soit pas agréable finalement. Non, mais je veux dire, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment, c'est vieux, c'est pas adapté aux besoins de l'époque, de notre époque du moins. Et il y a eu, quelques années après cette décision de justice, une autre affaire qui a été soumise à la Cour suprême, qui était une affaire qui traitait du nombre de mètres carrés minimum que devait avoir un détenu. Oui. Pourquoi? Parce que selon certaines études, il s'avérait que les détenus passaient la majeure partie de leur journée dans la cellule, avec 3, 4, 5 autres détenus en fonction de ce qu'il y avait dans les cellules, mais que sa surface de vie, son espace de vie était limité en fait à son lit. C'est-à-dire qu'il mangeait sur son lit, il dormait sur son lit, il lisait sur son lit, et que c'était pas normal. Et qu'il fallait avoir un minimum de 3,5 voire 4 mètres carrés de surface habitable, on va appeler ça comme ça, par détenu dans une cellule. Et donc, cette assignation, cette affaire a été portée devant la Cour, qui a accepté qu'effectivement, c'était un minimum qu'il fallait avoir et a donné des périodes à l'État pour pouvoir rectifier cela. Comment on rectifie cela? Soit on fait des nouvelles prisons, soit on met moins de détenus dans des cellules. Et ce qui s'en est suivi un petit peu, c'est un long processus, c'est où en fait l'État a commencé à réfléchir à comment est-ce que tout le monde devait aller en prison. Est-ce que toute personne qui se faisait arrêter devait automatiquement aller en prison? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de punir les gens quand ils devaient être punis, ou de les mettre hors de la société, le temps de trouver si c'était coupable ou pas? Et donc il y a eu beaucoup de lois qui sont passées au fur et à mesure des années, qui ont permis par exemple de réduire des peines pour les personnes qui se comportaient bien, d'avoir des bracelets électroniques pour des prisonniers qui n'étaient pas dangereux a priori ou qui n'étaient pas dangereux pour la société, etc. De telle manière à désengorger un petit peu les prisons. Et en parallèle, oui, dans les mêmes prisons, ils ont commencé un petit peu à dispatcher des prisonniers d'une telle manière où ils montraient qu'effectivement, il y avait un changement, il y avait une évolution, on laissait un petit peu plus de place à ces prisonniers et à essayer de respecter un petit peu la règle, la décision de la Cour suprême à ce niveau-là. Très bien, donc c'est très intéressant parce que moi j'ai comme système de comparaison uniquement celui de la France, celui des États-Unis je ne le connais pas, mais par rapport à celui de la France, je dis, évidemment encore une fois, tu ne vas pas être d'accord, mais je dis attention parce qu'en France on a tendance effectivement à ne pas... à réduire extrêmement les peines de prison. Des peines de prison de moins de 2 ans ou d'1 an, elles ne sont pas appliquées. Et il y a énormément de gens comme ça qui sont condamnés à des peines de prison ferme et qui ne passent jamais un quart de journée de leur vie en prison. Et effectivement, ça fait beaucoup de récidives. Alors j'espère qu'en Israël, on saura gérer ça un peu mieux qu'en France. En tout cas, merci Greg pour ce sujet, encore un sujet passionnant. Pas vraiment un grand procès, mais en tout cas quelque chose qui effectivement a changé. Encore une fois, un des aspects est toujours la Cour suprême qui intervient, parfois à bon escient aussi. Merci Greg pour ce sujet. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux pour les grands procès d'histoire d'Israël. On se retrouve très vite sur l'antenne de Tandem TV et on vous dit à très bientôt.